Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui avec un nouvel invité sur scène. Alors, je vais faire une petite présentation. Comme d'hab, tu me dis s'il y a des trucs où je dis des bêtises. Faut pas hésiter. Alors, nous accueillons... Déjà, attends. Bastien Martins, alias Le Tropper, créateur de contenu incontournable sur YouTube. Depuis sa première vidéo, il s'imposait comme un expert de la narration, analysant avec finesse les tropes et structures des récits. Son émission phare, Le Tropper de l'extrême, mêle analyse cinématographique et mise en scène créative, offrant une expérience immersive à ses abonnés. J'ai bien fait mon cours. En parallèle, tu animes également donc, des ateliers d'écriture, il me semble, comme l'atelier du forgemeau au Geek Ferries, où tu partages ta passion pour la construction narrative. Ça va, c'est... Tant de choses, absolument. Ça me semble correct, je crois que c'est moi. Et je suis aussi comédien de doublage professionnel depuis peu. Incroyable. Alors ça, je ne le savais pas, tu vois. Ah, comme on en quoi, apprend tous les on en jours. découvre tous les jours. Eh bien, écoute, moi, j'ai déjà une question. Parce que quand j'ai regardé, je me suis dit, c'est bien, mais moi, il y a des choses que je ne connais pas tant que ça. Déjà, la question principale, qu'est-ce qu'une trope, s'il te plaît ? Alors, un trope, c'est une figure de style narrative. À la base, c'est un mot qui nous vient du grec tropos, qui est passé en français, qu'on utilise à la base pour parler des figures en poésie. Et ensuite, le mot est parti en anglais, de l'autre côté de l'Atlantique, dans les cabinets d'écriture de séries, parce que les séries américaines, souvent, sont écrites en cabinet à plusieurs autour d'une table. Et c'est là que de grandes discussions sur la narration ont mené à l'écriture de nombreux livres. Et le terme a été lié, du coup, plus largement à la narration de fiction en général, mais il y a également des tropes de documentaires, des tropes de discours. Voilà, donc le terme, c'est littéralement un schéma narratif. Très bien. Et alors, peut-être qu'on peut commencer, parce que je voulais bien sûr avoir la définition, parce que on ne connaît pas tous ce qu'est un trope, mais peut-être qu'on peut aussi parler du coup de l'idée de ta chaîne, de raconter comment elle est née, cette chaîne, Le Tropper. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dedans, dans cette grande aventure en fin de compte ? Moi au début, je voulais la richesse, la célébrité. Non, en fait, je suis tombé un jour sur un site qui s'appelle TV Tropes, qui est un wiki, principalement en anglais. Il y a eu des tentatives de le traduire en français qui n'ont jamais vraiment abouti. Et ce wiki, c'est simplement une grosse addiction pour moi. C'est-à-dire qu'il recense les tropes qu'on retrouve dans un film, une série, un manga, un jeu vidéo. Parfois des résumés d'épisodes de séries, notamment une série qui s'appelle Doctor Who, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, je pourrais pouvoir je vous explique après, je vous redis. Allez. Par exemple, si jamais vous venez de regarder un épisode de Doctor Who et vous vous dites « Tiens, il y a eu quoi comme trope dedans ?» Eh bien, il y a des gens très fans à la fois de Doctor Who et de TV Tropes qui, au bout de 5 minutes après la diffusion de l'épisode sur la BBC, vont déjà avoir rempli la page. Et c'est très addictif, du coup, d'aller voir ce que les gens y ont repéré, ce qui les a marqués. Et donc, ce wiki va recenser les tropes d'une œuvre, mais chaque trope a sa propre page qui recense les œuvres dans lesquelles on retrouve les tropes. Donc, on s'y perd. C'est le format wiki, on ouvre 1000 onglets. Et c'est ça, à la base, que je voulais partager avec les gens, c'est ce côté toile, un petit peu, où on part d'un nœud et on arrive à un autre, et un autre, et un autre. Et en fait, tout est assez interconnecté. Alors, pour partir dans de la théorie littéraire d'analyse, c'est Roland Barthes qui parle de l'intertextualité, donc le fait que chaque œuvre, au final, fait partie d'une grande chorale d'œuvres qui s'empruntent chacune des idées, des thèmes, des techniques d'écriture même. Et c'est ça que je voulais partager. Mais en fin de compte, par rapport à ce que tu me dis, c'est que les tropes, c'est aussi donc de la communauté qui permet aussi de les découvrir. C'est pas juste toi qui fais ta recherche, tu vois aussi ce que les gens vont. C'est une participation. Je n'invente rien, je ne fais que repartager de la connaissance qui est collective et qui est commune. Et qu'est-ce qui te passionne dans la structure des histoires, justement ? Je pense que c'est la même chose que la première fois que tu vois un making-of. Moi, je sais que j'ai été très marqué. Alors, c'est aussi de la science-fiction, mais ce n'est pas Doctor Who. À la base, c'est Star Wars. La trilogie originale, quand j'étais enfant, je l'adorais. J'avais les VHS à la maison. Et j'avais une VHS du making-of du Retour du Jedi. Et c'était fascinant pour moi, à 7-8 ans, de découvrir que Jabba the Hutt, c'était 4 personnes qui s'occupaient de la marionnette. Il y en avait 3 dedans, et
Donc 2 dedans et 2 dehors. En tout cas, il fallait du monde pour faire bouger Jabba. Qu'il y avait des gens qui s'occupaient des bruitages, qu'il y avait des gens qui s'occupaient de faire la langue des Ewoks, qu'il y avait des gens dans les costumes, et voir ce qui se passe derrière, comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a derrière les rideaux, les engrenages, les rouages. Ça m'a toujours fasciné. C'est un petit peu le côté démonter quelque chose pour voir comment ça a été fabriqué, ne pas être certain d'être capable de le remonter après. Et ouais, il y a ce côté-là vraiment qui m'attire, mais d'une façon assez inexplicable. Mais je pense que ça se comprend sans avoir les mots dessus, cette sensation. Mais du coup, parce que je suis en train de me poser la question, mais tu as un côté très littéraire. Il y a eu une formation derrière? Ou c'est vraiment genre... Mais vraiment, c'est la première question que je suis en train de me poser, c'est est-ce qu'il y a ce côté, est-ce que c'est de la rhétorique aussi? Et est-ce que c'est juste passionnel ou il y a quelque chose derrière? J'ai une formation de traducteur en audiovisuel. Bah voilà. Non, j'ai appris avec toutes les ressources en ligne, les articles, beaucoup de vidéastes aussi, notamment anglophones, des personnes comme Lindsay Ellis qui sont absolument à un niveau de, j'ai envie de dire, de culture littéraire et de culture de l'analyse littéraire incroyable. Et je me suis abreuvé de ces gens-là, je me suis enrichi de ces gens-là. Des chaînes aussi comme Every Frame Painting, Nerdwriter, c'est des grosses chaînes américaines ou anglaises qui s'intéressent à l'écriture sous ce prisme-là. C'est un prisme très, très anglophone, très américano-américain un petit peu. En France, on a tendance à pas vouloir trop analyser l'art, parce qu'on considère que c'est au-dessus de tout et qu'il faut le prendre tel qu'il est, que l'auteur a toujours raison. Il y a un côté plus collectif de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est ça qui fait qu'il y a plus de discussions, qu'on parle plus, qu'on structure plus aussi, et que peut-être on codifie plus et que c'est parfois plus rigide. Mais c'est plus accessible, je trouve, et c'est ça que je voulais partager aussi, c'est montrer que l'écriture, c'est accessible pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est pas juste pour des spécialisés dans ce domaine-là. Non, et il y a souvent un truc qu'on me dit, c'est « moi je voudrais écrire, mais je sais pas, je suis nul, je n'y arrive pas ». Et j'ai envie de te dire, oui, mais si jamais tu voulais forger un couteau, tu saurais pas non plus. La première fois que quelqu'un fabrique un objet, il ne sait pas le fabriquer. Ça s'apprend. C'est pareil, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on devient écrivain, et j'encourage tout le monde à essayer et à écrire des trucs super nuls, parce que c'est normal quand on commence d'être nul. C'est normal, ça fait partie du processus. On commence de zéro, il y a l'évolution vient après, quoi. On peut pas être direct être parfait. Exactement. Et comment ton regard sur les tropes il a évolué au fil de tes vidéos? Je pense qu'il s'est relâché. C'est-à-dire que j'arrivais avec des préjugés qu'on a tous, on a tous des préjugés en se disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce trope-là, c'est un cliché, c'est mal. Et en fait, j'ai appris avec le temps que déjà les codes évoluent. C'est-à-dire qu'on va commencer dans les années 60, on va avoir un nouveau trope qui apparaît. Je sais pas lequel, mais j'ai pas d'exemple en tête. Mais bon, on va parler du typique. Agatha Christie, c'est le valet qui a tué la victime. C'est devenu le gros cliché. Voilà, c'est toujours le valet parce qu'on fait pas gaffe à lui. Arrivé dans les deuxième moitié du XXe siècle, jamais on dit que c'est le valet parce que tout le monde s'attend à ce que ce soit le valet. Et quand on arrive dans les années 2010 maintenant, on a À couteau tiré de Rian Johnson, où tout le long on nous dit c'est pas le valet, c'est pas le valet, c'est pas le valet. Désolé pour le spoil, à la fin c'est le valet. La valette jouée par Anna de Armas. Et ça évolue, les codes évoluent, les goûts évoluent, selon les endroits où on est aussi dans le monde, ça évolue. Les codes de Bollywood n'ont rien à voir avec nos codes, les codes japonais n'ont rien à voir avec les codes occidentaux. On adore au Japon qu'il y ait de nouveaux pouvoirs qui débarquent de nulle part, aucune raison, aucune justification, je suis le super guerrier légendaire, c'est super, on s'en fout. Voilà, chez nous, ça s'appelle un Deus Ex Machina, c'est mal vu. Et encore, avec l'influence japonaise, ça s'apprécie plus. Mais les codes ne sont pas universels, les codes ne sont pas objectifs. Et donc je me suis beaucoup relâché à ce niveau en me disant en fait non. Ce qui compte c'est pas est-ce que ça correspond à mes attentes, aux choses que j'aime, aux choses que je considère comme bien faites, c'est qu'est-ce que la personne qui a écrit a voulu faire et est-ce que je pense qu'elle a réussi ce qu'elle essayait de faire. Du coup c'est même une remise en question en fin de compte de tout ça. Oui, mais beaucoup de remises en question, même des premières vidéos que j'ai pu faire où j'étais plus incisif, où je pouvais être plus critique. Et où maintenant je me dis non, en fait, c'est pas à moi de dire si c'est réussi ou pas. C'est à moi de poser des questions. Ça, c'est de dire qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu raconter, qu'est-ce que, avec ce qu'il a raconté, moi j'en tire. Et quand je fais des critiques négatives, récemment j'ai parlé de Avatar, la datation Netflix.
Donc, en plus d'analyse comparée où je compare à l'original en dessin animé. Évidemment, il y a mon ressenti, j'ai pas aimé, mais j'essaie de creuser pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Et Il y a à forcément une la raison. fin, si quelqu'un me dit moi j'ai aimé, j'ai pas eu dire bah non, t'as tort. Je peux pas dire ça. Ah non, non, effectivement. Et pareil, je voulais revenir parce que tu as parlé à un moment de tropes négatives. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va jamais penser à tropes négatives ou tropes positives. Donc, les tropes négatives, si je comprends bien, parce que tu as parlé de clichés, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que c'est exactement les tropes positives, tropes négatives? Ça dépend vraiment des périodes et des endroits. Mais encore une fois, moi j'ai tendance à parler de facilité d'écriture. Ouais. Il y a des choses qui, je pense, quand même sont assez importantes dans la narration moderne. C'est le fait que quand on présente un problème, il faut que la solution ait quand même un certain intérêt. C'est-à-dire, si jamais je vous dis, il y a un mec derrière vous qui a une arme. Ah, non c'est bon, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Bon, c'est pas très intéressant. Ouais. Alors que si je vous dis, quelqu'un a taclé, c'est un héros. Waouh. Il y a une solution qui a quand même à peu près un sens. Et on a tendance à vouloir quand même des histoires cohérentes, plus que d'autres trucs. La cohérence, c'est assez important. Si jamais quelqu'un veut faire une histoire pas cohérente, si c'est ce qu'il veut raconter, si le sujet c'est le monde n'est pas cohérent, pourquoi mon histoire serait cohérente, David Lynch a beaucoup fait ça, vraiment, ça s'entend. Mais ça doit se maîtriser. C'est comme tout, avant de pouvoir faire du Jackson Pollock, il a fait du réalisme, il a appris les codes et il les a brisés. Et je pense que c'est assez intéressant de se poser des questions sur ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Derrière, si c'est négatif ou positif, c'est de l'appréciation de chacun. Mais en règle générale, on essaye de raconter des histoires cohérentes. En règle générale, on veut dire quelque chose. C'est les bases que je donne, en tout cas pour les gens qui commencent. Et quand je donne des conseils d'écriture, c'est généralement pour les gens qui commencent. C'est d'abord, réfléchissez à qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, essayez d'être cohérent. Est-ce que là, vous m'avez ajouté un truc qui n'a aucun sens, qui ne revient pas dans l'histoire, pourquoi c'est là ? C'est pas grave d'avoir un truc qui n'a pas de rapport avec l'histoire. Je sais que les gens critiquent beaucoup qu'il y ait des épisodes filler, notamment dans Doctor Who. Il n'y a pas d'épisode filler, ça n'existe pas. C'est juste... Qu'est-ce qu'il raconte dans cet épisode ? Ouais, c'est un épisode qui fait pas avancer le fil rouge, mais c'est un épisode quand même, et il est intéressant. Et j'essaye de... Voilà. J'apporte pas de réponse, je peux pas les apporter, c'est pas possible, mais poser des questions, ça permet de se dire, ok, est-ce que c'est négatif pour moi, ce que j'essaye de faire ? Ce que j'essaye en tant qu'auteur, par exemple, est-ce que ce que j'ai écrit nuit à mon histoire, nuit à mon récit, le rend confus, le rend inintéressant ? Et si jamais la réponse est non, finalement, je trouve que ce que j'ai fait là, ok, c'est pas les codes, mais moi ça me plaît, moi c'est ce que je veux raconter, bah c'est pas négatif. C'était drôle que tu parles justement de cohérence, parce que tout à l'heure on a parlé par rapport au fait qu'il y a quand même, si je me rappelle bien, 15 saisons de Doctor Who, c'est à peu près compté. 15 saisons de Doctor Who depuis 2005. Voilà, ça fait un long moment. Il y en a encore beaucoup plus. En plus. Et justement, il y avait, ce qu'on peut discuter, c'est la cohérence sur le fait qu'on a donc un docteur qui, alors c'est le même docteur, mais qui devient différent, si j'ai bien compris. Et en prime, il y a retour dans le passé, retour dans... Et c'est vrai que, peut-être, ce que je me disais, c'est, en fait, Doctor Who permet de rester sur une cohérence, mais de pouvoir raconter tout ce qu'on veut. Mais c'est tellement étrange, justement, ce côté-là. Je peux raconter tout, mais ça fonctionne. C'est l'énorme point fort de cette série. Effectivement, déjà, voilà, le pitch de base. J'ai une machine, elle m'amène quelque part. C'est ça. Quelque part avec quelques camps, un endroit, une époque. Et tout est possible. Dans ce cadre, tout est possible. Ça a été prouvé dans les épisodes plus récents où on a pu aller même dans des univers fantastiques. Dans la période de Capaldi, on a rencontré Robin des Bois, qui n'est pas un personnage historique en principe. Normalement, non. Mais tout est possible. Et ce pitch, ensuite, encore une fois, tout est possible, ça ne veut pas dire que tout marche. Oui, par contre, ça c'est vrai. On peut mais tout ça, faire, encore une fois, c'est l'appréciation de chacun. Moi, il y a des épisodes avec lesquels j'ai beaucoup de mal, que beaucoup de gens adorent. Et le fait que tout soit possible fait que cette série, c'est plusieurs séries en une. Il y a tellement de choses à aimer, tellement de choses à ne pas aimer. Chacun y trouvera quelque chose. Chaque personne qui regarde Doctor Who, c'est impossible. Si jamais, imaginons une personne se force à tout regarder parce qu'il n'aime rien, mais il a quand même envie de tout voir, impossible qu'il n'y ait aucun épisode qu'il n'aime.
Ouais. C'est pas possible, il y a trop de choses différentes. Il y a de l'horreur, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a tout. Il sera Donc, forcément touché en fait par quelque chose. Il y aura quelque chose qui va lui parler. Et encore une fois, la force de cette série, c'est qu'elle se renouvelle sans arrêt. Et elle continuera de se renouveler tant qu'elle existera. Elle est passée par tellement de choses. On en parlait hier en conférence, mais c'est plusieurs séries. C'est pas la même série, c'est juste... le Doctor Who de 1963 n'était pas le Doctor Who de 1973 et le Doctor Who actuellement n'est pas le Doctor Who d'il y a 3 ans. Et ça, c'est assez magnifique. Alors, on va revenir un petit peu sur du coup ta chaîne YouTube. Je voulais savoir quelle était la méthode que tu avais choisie, pour choisir plutôt un trope analysé. Est-ce que c'est une envie? Peut-être parce que quelque chose qui a pop tout d'un coup dans l'actualité, tu dis allez vas-y, ou peut-être une œuvre qui donne cette envie-là. C'est le chaos. C'est le chaos le plus total. Je ne sais pas ce que je fais. je suis mes envies, je me laisse porter par mes pulsions naturelles. Je ne sais pas, non, vraiment, j'ai beaucoup de mal à avoir un cadre et à fonctionner de façon... j'aimerais trop avoir une formule pour me dire ok, allez, cette semaine, on travaille, lundi matin, je vais choisir mon petit trope, et je vais choisir la petite œuvre que je vais analyser. Bon, généralement... Il y a des œuvres qui sortent, je les regarde, j'ai envie d'en parler. Récemment, il y a eu Clair Obscur, la raison pour laquelle je porte ce magnifique béret. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu. J'avoue. J'ai vu des noms. Merci de mentir. Du coup, j'ai joué à ce jeu, ça m'a marqué incroyablement, et donc j'ai fait une vidéo dessus. Là, la prochaine vidéo que je compte faire... Il est possible que l'agenda change, mais c'est sur la série Severance. Pareil, la saison 2, je l'ai regardée récemment et ça m'a donné envie d'en parler. Ça va souvent être ça quand même. Je tombe sur quelque chose, ça me reste dans la tête, ça me fait réfléchir, ça me donne envie d'en parler. Mais ouais, c'est pour ça aussi que j'ai un rythme de sortie de vidéo assez chaotique. Hein. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à suivre une ligne directrice, à suivre une formule. Mon cerveau n'est pas configuré pour ça. Du coup, ça marche par envie principalement. Par envie et sans arrêt, comme un funambule sur une corde au-dessus du vide. C'est un peu risqué. Alors, tu as consacré une série d'épisodes à Doctor Who. Est-ce que tu fais pas que du Doctor Who? Justement, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais tu fais plein d'autres choses à côté. On va se concentrer un petit peu dessus. Justement, quelles tropes t'ont semblé les plus riches ou amusantes à explorer dans cet univers? Parce qu'on a parlé beaucoup de tropes, beaucoup de définitions, mais peut-être qu'on peut se concentrer justement un peu plus précisément sur toi, ce que tu as adoré. Il y en a tellement. C'est le moment de sélectionner. Okay. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Doctor Who, en règle générale, c'est son côté assez allégorique. C'est-à-dire que c'est une série qui passe par beaucoup d'auteurs, qui va analyser beaucoup de thèmes. Et par exemple, dans les années 70, il y avait beaucoup d'épisodes sur la politique en général. Et il y a un épisode sur l'écologie qui est The Green Death. Il y a des épisodes sur l'Europe et l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe, donc Curse of Peladon. Et le fait qu'on utilise ces aliens, ces univers et le Docteur un petit peu comme la voix de l'auteur, je trouve que c'est toujours très intéressant parce que ça permet de marquer un petit peu la série dans son époque, de voir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, qu'est-ce qui intéressait les gens, c'était quoi les sujets d'actualité, les sujets de société. Et c'est rarement lourd dans Doctor Who, ça arrive que ce soit lourd. Il y a certains auteurs, notamment Russell T. Davies, qui sont très peu subtils. Moi j'aime bien qu'ils ne soient pas subtils, mais la subtilité c'est pas son fort. Le fait que on puisse voir un petit peu les Daleks avec le temps sont vite devenus une sorte d'analogie du nazisme et de la haine et de la xénophobie. Il y a vraiment ce côté, encore une fois comme tout est possible, on peut représenter la haine de l'autre par des poivrières avec des ventouses pour toilettes qui leur servent d'armes. Et c'est cette imagination, cette créativité. Il y a toujours un niveau d'applicabilité, c'était le terme qu'employait l'auteur de Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire les gens mettent un peu ce qu'ils veulent en regardant les choses, et sans doute parfois on peut se tromper, mais on trouve une résonance
à tes souhaits. Merci. Qui peut être parfois, elle peut être parfois personnelle. Parfois, on peut retrouver dans le personnage du docteur des choses qui nous parlent à nous profondément, alors qu'on n'est pas des seigneurs du temps avec deux cœurs qui valent à travers le temps et l'espace. Mais on peut se retrouver dans ce personnage ou dans ses compagnons. Mais il y a ce côté, c'est vraiment la phrase d'analyse d'école de ciné première année, mais les films sont des écrans et nous sommes les projecteurs, on y projette ce qu'on veut. Et il y a beaucoup ça dans Doctor Who, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup de voix différentes qui s'expriment, de nombreux auteurs, de nombreuses autrices, les comédiens qui ajoutent leur propre voix, leur propre imaginaire. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis, en tant que fan ou analyste, qu'est-ce qui te fascine le plus? Et là, ça va être dans la structure narrative, justement. De la série? De la série. Alors évidemment, ça change au fil des airs. La structure narrative n'a pas toujours été la même, notamment dans la série classique. La structure narrative, c'était épisode 1, on arrive, épisode 2, le docteur est capturé, épisode 3, le docteur se libère, épisode 4, le docteur est capturé. Mais non, j'aime bien le fait que c'est une formule aussi qui reflète les codes de la télé de son époque. Dans les années 2000, on a du coup beaucoup plus d'épisodes uniques ou de double épisodes, ce qui collait plus à la diffusion. Les épisodes étaient plus longs. Récemment, on a eu très peu de double épisodes parce qu'on est à l'ère du streaming où tout est un épisode, tu le regardes et c'est bon. Les gens n'ont plus la même attention. Oui. Mais ce qui me fascine, c'est qu'à la fin, ça reste la même histoire. Que ce soit en 6 épisodes, que ce soit en un épisode de 40 minutes, c'est le docteur arrive quelque part, il rencontre des gens, il y a une menace, il faut trouver ce qu'est la menace, pourquoi elle est là, cette menace, comment on va l'arrêter, ou bien la comprendre, ou bien l'aider, parce que si ça se trouve la menace, elle n'est pas négative forcément, elle n'a pas de mauvaises intentions. Et à la fin, on applique une solution, et en conclusion, on remonte dans le TARDIS, on s'en va. C'est un cadre qui semble un petit peu structurant, un petit peu limitant, mais en fait, encore une fois, ce cadre, il est très libre. Il permet tellement d'histoires différentes, tellement de choses différentes. On peut parfois briser la structure. Imaginez que le TARDIS disparaît, il faut le retrouver avant la fin de l'épisode, on ne peut pas partir. Ça arrive un épisode sur deux maintenant, alors qu'à une époque c'était très rare. Tout ça, c'est ce que j'aime bien, c'est ce côté. On a des limites, elles sont posées, mais dedans c'est le bac à sable. Et on le voit à chaque fois avec ces nouveaux épisodes qui se renouvellent depuis 60 ans, que cette structure permet quand même beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets? Parce que là, du coup, on parle dessus. Mais est-ce que tu as des projets, je dirais des projets longs? Genre, par exemple, est-ce que tu t'es dit, je pourrais éventuellement faire une vidéo beaucoup plus longue ou, par exemple, des livres? Est-ce que tu as ce genre de projet actuellement? Alors, pour des vidéos plus longues, c'est plus ou moins ce que je fais depuis bientôt un an et demi. Je fais des vidéos qui maintenant parfois font plus d'une heure. Donc c'est des gros projets. Évidemment, ça sort en une seule vidéo, mais c'est beaucoup plus de travail derrière. Niveau livre, je ne compte pas écrire de livre de youtubeur. Je pourrais, hein, ça pourrait être intéressant, un livre de conseils d'écriture, mais... J'allais dire de fan de Doctor Who aussi, non? Bien pas sûr. Forcément de youtubeur. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je vais pas écrire un livre sur Doctor Who. Je me sentirais pas la légitimité. Ouais. Je laisse la place à des gens qui ont beaucoup plus de connaissances sur la série que moi. La Pepperpot Team. Abonnez-vous. Et non, moi de mon côté, si j'écris des livres, ce sera de la fiction. Ouais. C'est déjà le cas. Je publie un web novel toutes les semaines, tous les dimanches. Aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre qui est sorti. C'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde. Et c'est de la fiction. Et c'est ça, moi, que j'ai envie d'écrire. J'ai pas envie de faire du beau livre. J'ai pas envie de faire du livre de youtubeur avec ma tête sur la couverture qui dit « Vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu sur YouTube ». Moi, je veux juste raconter des histoires. C'est vrai que c'est ça qui est peut-être l'avantage, c'est que comme tu travailles beaucoup sur les tropes, tu as peut-être plein maintenant d'idées qui peuvent être très intéressantes à développer. Je laisse des gens me les voler. Prenez-les, elles sont libres de droit, ce ne sont pas mes idées. Allez-y. Et du coup, alors, petite question, ma petite question finale. Si tu étais un compagnon du docteur, eh oui, quelle trope aimerais-tu incarner? Déjà pour commencer. Quel archétype de personnage, du coup? Là, on est vraiment exactement. sur... Okay, oh là là. Ah, je suis qui, moi? Je suis quel archétype? Si j'étais dans... je pense que
Je pense que j'aimerais être un personnage un peu comment dire, un assistant, plus que compagnon, l'assistant. C'est-à-dire, je veux aider. Je voudrais aider le docteur. Je pourrais être l'infirmier, tu vois, le docteur, l'infirmier. C'est en mode, je serais en mode, cette personne sait clairement plus de choses que vous. Cette personne a clairement la connaissance et les moyens de vous aider. Je pense, ouais, je serais cette. Si on imagine le cadre un peu de l'hôpital, donc le docteur, les infirmiers, ils sont sur le terrain à faire le sale boulot et à dire ayez confiance au docteur parce qu'il sait ce qu'il fait. Je serais ça, j'irais en éclaireur, j'irais dire non mais arrêtez de vous battre, vous là, 2 espèces aliens, écoutez-le. Et je serais un petit peu son MC, je serais le chauffeur de salle du docteur. Et c'est pas fini, parce que sinon ce serait trop simple. Okay. Et quel piège de scénario voudrais-tu éviter justement à tout prix ? Et là, on part justement sur les clichés et les tropes négatives. Il y a un truc qui énerve tout le monde en général, enfin tout le monde, bon, beaucoup de monde, c'est les erreurs qui auraient pu facilement ne pas être commises si les gens avaient communiqué, les gens avaient parlé, les quiproquos typiques de genre vraiment le docteur est un monstre. Le docteur part, on n'a pas entendu. C'est un monstre d'intelligence, c'est un monstre d'amour. Et c'est vraiment ces trucs-là que je déteste, parce que les gens s'écoutent pas, les gens se parlent pas. En fait, ils ont une partie, mais oui, il leur manque la c'est plus toujours ça, importante. c'est clairement on entend le début de la phrase qui semble être vraiment mauvaise, genre j'en peux vraiment plus de lui. J'en peux vraiment plus d'à quel point il est fort et à quel point il est doué et il aime les gens. Ça me fait me sentir mal par rapport à moi. Et non, ça m'énerve. Moi, je serais dans la communication, je dirais aux gens, mais parlez-vous. Parlez-vous en fait, communiquez, discutez, arrêtez. Bah, pour moi, c'est une très bonne réponse. Alors, parce qu'on a dit qu'on faisait gagner des lots, je suis en train de me dire, est-ce que tu veux faire gagner un lot à quelqu'un ? Alors, quelles sont les modalités ? Quelles sont les modalités du concours ? Est-ce que je fais un jeu, une question ? Est-ce que tu as possiblement, je vais te laisser un petit peu de temps, réfléchir à 2 ou 3 questions, selon ce que tu préfères, que tu poserais à une personne. Et si par exemple tu fais 3 questions, si elle a 2 bonnes réponses, c'est gagné. Ok, 2 bonnes réponses sur 3 questions. Donc sur Doctor Who ? Je pense que la plupart des personnes ici de toute façon sont fans de Doctor Who. Je crois. Non, bon, bah tant pis. Je laisse réfléchir quand même un petit peu. Je vais me les noter. Vas-y. Je vais noter mes 3 questions, je vais la faire à la... Je me dis, autant en profiter, vu que toi tu es quand même connaisseur de cette série, je préfère que ça soit toi qui la poses, tu vois, enfin les poses ces questions, tu vois. Ça marche. Je vais... Ok. Je vais en faire une sur l'histoire de la série. Ah, attention, ça va être déjà un peu challenge là. Ok. La première, c'est pour rendre hommage à quelqu'un d'important. La deuxième... En tout cas, t'es efficace. Hein. Ouais, c'est bon, je l'ai. Alors... Ouais, c'est bon, je l'ai. Il faut que je trouve la troisième. Ça va venir... voyons voir... C'est une question piège, la deuxième, donc je vais en mettre une facile pour la dernière. Pour rattraper. On va dire... Ok. Ça rigole déjà, c'est pas bon. La dernière, il faut me connaître. Ça va aller. Allez, qui veut venir ? Qui veut venir sur scène et qui essayer s'y connaît de en gagner Doctor Who ici ? Ah bah ça désigne instant, c'est même pas t'as le choix. Ce sera au plus courageux ou à la plus courageuse. Hein. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tu vas savoir. Attention. Bonjour. Bonjour. Alors, dans votre dernier film, vous avez incarné... Oui, tout à fait. Vous connaissez Dr Screw ? C'était moi. Ceux qui savent. Regardez la dernière vidéo de la Paperpot Team. Regardez toutes les vidéos de la Paperpot Team. Ouais. Donc, 3 questions. 2 bonnes réponses suffiront. Vas-y. La première, quel est le nom de la compositrice du thème qu'il a arrangé à la base ? Le thème de Doctor Who, l'opening, le générique. La personne qui pendant longtemps n'a pas été créditée et qui l'est seulement depuis récemment. Question suivante. Est-ce que quelqu'un là dans le public ? ChatGPT, j'ai entendu. ChatGPT. Absolument. Jenna non. GPT. Jenna GPT. Maintenant, elle est créditée dans chaque épisode. Donc il y a son nom si vous regardez les génériques. C'est Delia Derbyshire. Parce que moi, hormis Murray Gold, tu vois, niveau compositeur de Doctor Who.
Bah voilà, vous saurez, elle Je travaillait crois au qu'on va avoir mon BBC, humiliation Mondiovision là. C'est parti. sur les Écoute, questions. c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura peut-être une question de rattrapage. Ah. Combien d'acteurs ont incarné le premier Docteur? Attention, Oh. il y a un piège. 3. Le sourire. Il me semble que c'est 3 parce que t'as Hartnell l'original, t'as celui Bradley qui le joue dans les nouveaux, et je crois qu'il y a eu l'épisode The Five Doctor où c'était un autre acteur qui le jouait parce qu'il était déjà mort. Moi, je t'accorde le point. Ouais. Parce que ça pourrait Mais être il y en a 4. un quatrième. Il y en a un quatrième Sacré parce la- que dans un certain épisode, il y a un enfant, premier Docteur, qui apparaît Mais qui nous dit que c'était Hartnell? dans Listen. Je me rappelle plus. C'est le premier Docteur. C'est ce qui est sous-entendu. Oui, mais Ok, vas-y. Oh, je te ferai ça part un en mais. débat. Vas-y. On a, avec le Timeless Child, qu'est-ce qui nous garantit que c'est lui? Parce que c'est le premier, c'est l'enfance du Docteur dont il se souvient à ce moment-là, avant Timeless Child. Ok, bien, Donc ouais, je considère que bien même joué. s'il a eu des incarnations avant, Bien joué. Mais est-ce qu'on voit le visage du mais je gamin? t'accorde le point. Bon, ça va, Je t'accorde merci. le point. Premier point. Ça se plaint, ça se plaint. Eh ben, fallait monter sur scène. Il y avait une belle justification, non. Allez, dernière question. Oh, merde. C'est là-dessus que tu auras le cadeau ou pas. Qui est le meilleur Docteur? Alors, si je dois être tout à fait honnête, ça va être celui qui a bercé mon adolescence, que je regardais les épisodes en direct via des sites pas très légaux. C'est Peter Capaldi. C'est la bonne réponse. Avec la meilleure saison qui est la 9e. Voilà. C'est la bonne réponse. N'importe quelle réponse aurait été la bonne. Le meilleur Docteur, c'est le Docteur que tu préfères, évidemment. C'est ça. Bravo. Et bah Merci, bravo. Faites du bruit. Et voici du coup ton lot. Merci. Oh là là, mon cadeau, mon cadeau. Et voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. à J'allais me barrer vous. avec le Allez, micro. laisse le L'habitude Ah micro. de ouais, Twitch. non, je veux bien. Et on l'applaudit. Eh bah écoute, merci beaucoup à toi Merci d'être à toi. intervenu sur la scène. C'était vraiment génial. J'espère que tu as bien apprécié aussi quand même. C'était très bien. Je libère la place pour les suivants. Tu libères la place, très bien. Hop. Merci beaucoup.